Si ce qu'on cherche à faire, c'est donner une estimation du total taux, ben là, le gros du travail a déjà été fait, comme c'était le cas pour l'échantillonnage aléatoire simple. Une fois qu'on sait comment s'y prendre avec la moyenne, pour l'échantillonnage aléatoire stratifié, on sait aussi comment s'y prendre pour le total. Hein. L'idée, c'est que le total, ça peut toujours s'écrire comme ça. C'est la moyenne dans la population fois le nombre d'unités dans la population. Alors, si on veut sortir l'estimateur stratifié pour le total, tout ce qu'on a à faire, c'est calculer l'estimateur stratifié pour la moyenne et multiplier par le nombre d'unités n majuscule. Là, on connaît la formule de l'estimateur stratifié pour la moyenne. C'est 1 sur n fois la somme pondérée des moyennes de strates, où le poids, c'est le nombre d'unités dans chaque strate, mais on multiplie ça par le nombre d'unités n. Alors là, je me retrouve avec tout simplement la somme pondérée des moyennes de strates, où le poids, c'est le nombre d'unités dans la strate, dans la population. Fait que j'ai besoin de calculer m moyenne de strates, une pour chaque strate, et tout simplement multiplier chacune de ces trucs-là par, j'ai besoin de connaître le nombre d'unités de population dans chaque strate. Ça demeure un estimateur non biaisé. Je veux pas vous donner la fausse impression que tous les estimateurs qu'on va rencontrer sont non biaisés. On va en rencontrer plus tard qui sont, pour lesquels il y a une erreur systématique, pour lesquels il y a un biais, mais certainement dans des plans, des schémas d'échantillonnage plus simples, comme EAS ou STR, c'est pas mal tout le temps non biaisé. C'est non biaisé parce que l'espérance, si on calcule l'espérance de l'estimateur du total, ça serait l'espérance du produit entre le nombre d'unités puis l'estimateur de la moyenne. Puis l'estimateur de la moyenne, il est non biaisé en partant. On l'a démontré au préalable. Puisque je peux sortir les constantes. Quand je calcule l'espérance, je me retrouve avec n fois l'espérance de l'estimateur de la moyenne, puis ça c'est non biaisé, fait que son espérance c'est mu. Et donc, l'espérance de l'estimateur du total, c'est effectivement n fois mu qui est le total lui-même. Alors, en moyenne, lorsqu'on sort un échantillon et on calcule, on évalue le total à partir de l'échantillon selon le plan ou le schéma qu'on a déterminé ou qu'on a donné tout à l'heure pour l'échantillonnage stratifié, on aurait en moyenne le vrai total. La variance d'échantillonnage, c'est le même principe, puisqu'on connaît la variance d'échantillonnage de la moyenne selon le plan d'échantillonnage stratification, on est capable de calculer la variance d'échantillonnage du total ou de l'estimateur du total stratifié. C'est tout simplement la variance de n fois y bar STR. Et là, j'ai une constante n. Quand je la sors de la variance, je dois multiplier par le carré. Je me retrouve avec la variance de l'estimateur de la moyenne stratifiée. Puis ça, j'ai une formule pour ça. Puis si vous vous souvenez, la formule de la variance, c'était ça sur 1. Ça fois 1 sur n carré. Puis ici, je multiplie par le n carré. Fait que ces termes-là s'annulent. Puis il me reste tout simplement la formule qui est là. C'est la somme des variances d'échantillonnage dans chacune des strates. C'est une somme pondérée. Le poids qu'on lui donne, c'est le carré du nombre d'unités dans la strate, dans la population. Évidemment, c'est la variance d'échantillonnage qu'on utilise lorsque l'on connaît la variance sigma i carré de la population dans chaque strate UI. Et puis donc, la marge d'estimation, la marge d'erreur sur l'estimation, c'est comme à l'habitude 2 fois la racine de la variance d'échantillonnage, avec 2 fois la racine de l'expression qui se retrouve ici. Et ça finit par être par nécessité, puisque
la variance du total, c'est n carré fois la variance de la moyenne, ben, je peux mettre un n carré ici, le sortir, je me retrouve avec n fois 2 fois la racine de la variance de la moyenne, et donc, ce serait n fois la marge d'erreur sur l'estimation lorsqu'on fait l'estimation de la moyenne à l'aide du plan d'échantillonnage stratifié. C'est toujours la même chose, il n'y a rien qui change. Et en fait, ça va toujours être la même chose pour tous les chapitres. Tout ce qui change vraiment, c'est les formules qui nous permettent de calculer les variances d'échantillonnage ou potentiellement, lorsqu'on aurait des estimateurs non biaisés, l'estimateur lui-même. C'est toujours le même principe. En général, on ne connaît pas la variance sigma i carré de la population dans chaque strate. Fait qu'on l'approxime en substituant par la variance empirique, puis là, ben, il faut multiplier par le facteur de correction pour avoir une variance qui ne va pas être biaisée. Et ça nous donne, comme à l'habitude, ce qu'on obtient lorsqu'on remplace sigma i carré par si carré. Il faut aussi modifier le facteur de correction en population finie. C'est toujours la même chose. Fait que le sigma i carré fois n majuscule i moins ni divisé par n majuscule i moins 1, i devient si carré fois 1 moins le taux d'échantillonnage par strate. Toujours la même chose. Et donc, l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation, ça serait 2 fois la racine de notre approximation de la variance d'échantillonnage. Puis là, ben, je répète pas la formule parce que c'est le même truc qui est ici. Encore une fois, ce sont toutes des quantités que l'on connaît. On connaît n majuscule i, la taille de la population dans la strate. On connaît n minuscule i, la taille de l'échantillon dans la strate. Et on évalue la variance empirique, SI, au carré, en se servant de l'échantillon. En particulier de l'échantillon dans la strate I. On le fait pour toutes les strates. Et ça nous donne une approximation de la marge d'erreur sur l'estimation, l'intervalle de confiance approximatif, du total à 95%, comme toujours, c'est l'estimateur. Ici, T chapeau STR, plus ou moins l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation du total. Évidemment, si on s'intéressait à un niveau de signifiance qui est différent de 0.05, bien là, notre coefficient ici changerait, mais dans ce cours-ci, on s'intéresse tout le temps aux 95%. Ça fait qu'on a toujours ce truc-là. Par exemple, on va revisiter notre population de 37 444 individus séparés en 2 strates, chacune, la première de taille 21 123, la deuxième de taille 16 321. On prélève encore un échantillon de taille 132. On en a pris 82 dans la première strate, 50 dans la seconde strate. On se retrouve encore avec une moyenne empirique dans la première strate de 120.7, une moyenne empirique dans la deuxième strate de 96.6. C'est la moyenne des unités dans l'échantillon, dans chacune des strates. On a un écart type empirique dans chacune des 2 strates, 18.99 pour les 82 unités de l'échantillon qui se retrouve dans la première strate, 14.31 pour les 50 unités de l'échantillon qui se retrouvent dans la seconde strate. Et là, si on vous demande de trouver un intervalle de confiance du total, ben ça ne devrait pas être mu ici, là, ça devrait être taux. Total, à environ 95%, ben on doit commencer par calculer l'estimateur du total avec ces données-là. Ça serait le truc qui est ici. C'est la somme pondérée des moyennes de strates. Et ensuite, on calcule la marge d'erreur sur l'estimation en se servant de la formule. 2 fois la racine de la variance approximative d'échantillonnage. Puis là, ben, on a chacun des morceaux qui apparaît. J'ai N1 au carré. Je me retrouve avec S1 au carré, petit N1, 1 moins petit N1 sur grand N1. Là, je fais une somme. Alors, j'aurai N2 au carré, S2 au carré, 2, 1 moins N2 sur grand N2,
fais la somme par la racine multipliée par 2, j'obtiens à peu près 110 312,3. Si je calcule maintenant cette somme-là, l'estimateur plus ou moins marge d'erreur sur l'estimation du total, ben, je me retrouve avec quelque chose entre 4 15 842 et 4 236 467. Couple de commentaires, évidemment, les décimales, on pourrait les laisser là, mais c'est pas essentiel, là, parce qu'on travaille à une échelle de 4 millions, avoir 2 ou 3 décimales de plus ici, ça nous donne pas vraiment plus d'informations. L'autre truc, c'est que vous allez vous rendre compte comme moi, là, j'ai pris un exemple le plus simple possible. J'ai seulement 2 strates. Et puis, ça fait quand même des formules qui sont assez longues à calculer. Vous voyez l'intérêt d'utiliser des logiciels ou des procédures qui sont déjà précompilées pour pouvoir faire ces calculs-là. Ça ne serait pas une mauvaise idée, éventuellement, d'apprendre à utiliser les librairies qui existent, puis pouvoir calculer ces choses-là directement sans avoir à faire les calculs au long. C'est certainement le cas si vous avez 10 ou 12 strates, ce qui pourrait arriver. Hein? Si on prend les juridictions canadiennes pour les strates, il va y avoir 10 provinces puis 3 territoires. Ça commence à faire des longues expressions évaluées. C'est facile de se tromper. Je fais plein d'erreurs de calcul. Quand je fais les erreurs avec la calculatrice, quand on fait les erreurs avec un chiffrier ou avec R, quand on fait le calcul avec un chiffrier ou avec R, on a moins tendance à faire des erreurs, ou avec SAS, ou avec ce que vous utiliserez. Pour l'instant, on aimerait que vous développiez une intuition pour ce que vous êtes supposé faire. Une fois que ça sera fait, une fois que vous avez compris ce que vous avez à faire, si jamais vous finissez par travailler dans le domaine, vous ne ferez jamais ces calculs-là à la mitaine. Vous allez toujours vous servir d'un programme. Un autre exemple, on va trouver un intervalle de confiance pour la population de la planète si on exclut la Chine et l'Inde, et puis on va choisir un échantillon stratifié de taille 20. On peut se servir plus ou moins du même code que celui qu'on avait utilisé au préalable. Je ne garde que les pays dont la population était plus petite qu'1 milliard, donc j'exclus la Chine et l'Inde. Puisque j'ai la somme, puisque j'ai la base de sondage avec les vraies valeurs de la réponse, j'ai la population totale, je connais la population mondiale. Si j'exclus la Chine et l'Inde, c'est à peu près 4 milliards. 4 milliards 264 000, 264 millions 258 312, selon ce qu'on a dans l'ensemble des données. Fait que ça, c'est la quantité qu'on cherche à approcher. C'est celle pour laquelle on veut un estimateur. La quantité réelle. On utilise la même stratification. Je vais stratifier les pays selon la population. En bas de 10 millions dans une strate, entre 10 millions et 25 millions dans une autre strate, entre 25 millions et 50 millions dans la troisième strate, entre 50 millions et 100 millions dans la quatrième strate, puis tous les autres pays, entre 100 millions et 1 milliard dans la cinquième strate. Bon, on se retrouve avec une distribution de pays. J'ai 105 pays dans la première strate, 35, 21, 13, 9. On a déjà vu cette distribution-là, c'est pas surprenant. Les strates ne se chevauchent pas. Ici, j'ai fait l'histogramme. Encore une fois, c'est pas vraiment l'histogramme, c'est les courbes de densité. Alors oui, parce qu'on fait un peu de lissage, il va y avoir un petit peu de chevauchement, mais si vous regardez les endroits où les points se trouvent, tous les pays en bas de 10 millions se trouvent ici, tous les pays en 10 millions, 25 millions ici, 25 millions 50 millions ici, 50 millions 100 millions ici, tous ceux plus grands que 100 millions se retrouvent ici. Fait que ce sont effectivement des histogrammes qui ne se chevauchent pas. On remarque que la variance augmente lorsqu'on passe d'une strate à l'autre. Hein? Les strates où j'ai seulement des pays de population plus faible que 10 millions, ben, j'ai seulement 10 millions d'unités pour la variante. Il n'y a pas beaucoup de variation. Pour la deuxième strate, j'ai une variance, en tout cas une dispersion qui doit aller entre 10 millions et 25 millions. C'est un petit peu plus élevé parce qu'il y a plus
d'espace pour lequel avoir la population. Ensuite, entre 25 et 50 millions, c'est encore un petit peu plus élevé. Entre 50 et 100 millions, c'est plus élevé, mais plus grosse étendue. Puis finalement, entre 100 millions, puis officiellement entre 100 millions et 1 milliard, mais en pratique, jusqu'à peu près 325 millions ici. C'est pas surprenant que la variance dans chacune des strates, la variance de population dans chacune des strates augmente. On va prendre l'estimateur suivant. Fait que je me retrouve avec 3 plus 3 plus 3, 9, 9 plus 9, 18, 12, 18 plus 2, 20. J'ai effectivement 20. Fait que je vais choisir 9 pays dans la première strate, 3 dans la seconde strate, 3 dans la deuxième strate, 3 dans la... Excusez. 9 dans la première, 3 dans la seconde, 3 dans la troisième, 3 dans la quatrième et 2 dans la dernière. Ça m'en fait 20 en tout. J'en prends au moins 2 par strate pour pouvoir approximer la variance dans chaque strate. Vous vérifiez le code par vous-même et vous allez obtenir, par exemple, un estimateur dont les moyennes sont les suivantes dans chaque strate et dont l'écart type est le suivant dans chaque strate. Ça, c'est fait avec l'échantillon de taille 20 qu'on a choisi ici. Puis cet échantillon-là, il provient, il va être celui que je vais obtenir parce que j'ai choisi comme seed 333. Si vous prenez un autre seed, vous allez avoir un autre échantillon. Fait que les moyennes sont les suivantes. L'écart type est le suivant. Et là, l'estimateur du total qu'on obtient à l'aide, ça, c'est 4 825 000, 4 825 568 995. On peut évaluer la marge d'erreur directement. J'ai une petite formule pour le faire ici. Et on retrouve celui-ci. La population de la planète sans l'Inde et la Chine. Devrait être la suivante. 4 825 000, 4 milliards 825 000, pardon, plus ou moins 1 milliard 138 millions, et ainsi de suite. Ça fait que ça me fait un intervalle de confiance entre 3,7 milliards puis 6,0 milliards. Puis effectivement, la valeur, c'était 4,2 milliards. C'est bien dans l'intervalle de confiance.